Alors, notre avant-dernier intervenant à cette table ronde a entamé sa carrière politique en 1995, c'était dans le département des Yvelines, en tant qu'élu local. Il est élu maire de Rambouillet en 2004 et le restera jusqu'en 2007, justement de 2007 jusqu'en 2010, puis de 2012 à 2017, il est député. En 2013, il est élu président du Parti chrétien-démocrate, il succède à Christine Boutin. En 2016, il est candidat à la primaire de la droite et du centre. En 2021, il annonce soutenir la candidature d'Éric Zemmour et son parti Reconquête en vue de l'élection présidentielle de 2022. Depuis lors, le parti qu'il préside via La Voix du Peuple est allié à Reconquête. Je vous demande d'accueillir Jean-Frédéric Poisson. Alors, la question, elle sera assez simple, Jean-Frédéric Poisson. Justement, quels sont pour vous les défis de la liberté d'expression pour vous, les conservateurs chrétiens? En remerciant les organisateurs de leur invitation, nous saluons mes collègues et amis ici présents. Mesdames et messieurs, je ne vais pas répéter ce que Nicolas et Florian et André Berkoff ont dit à l'instant, parce que je partage intégralement ce qu'ils ont évoqué, et simplement ajouter quelques éléments d'appréciation à tout cela. Je ne sais pas dire si la pandémie du Covid a été organisée par quelqu'un, voulue par quelqu'un, si elle est la résultante d'un complot, je ne sais pas dire ça. Elle est probablement la source de négligence humaine, d'erreurs, de manipulations un peu folles, sans doute. Mais ce dont je suis certain, c'est que les ennemis de la liberté en ont profité pour faire avancer leur agenda. Car il y a des ennemis de nos libertés. Alors ils se cachent, ils se camouflent, ils sont puissants. Pas très nombreux, je pense. Mais ce qui est certain, c'est que tous ces événements qui sont liés à la crise sanitaire que le monde entier a traversée il y a maintenant 3 ans, ou depuis 3 ans, ont été l'occasion pour ces adversaires de la liberté de raboter tout ce qui peut faire la préciosité et le caractère riche de nos vies dans les sociétés occidentales. Tous ceux qui se sont opposés d'une manière ou d'une autre, alors vous en avez 3 à cette tribune, et j'en suis un 4e, aux dispositions gouvernementales sur la crise sanitaire, ont été ennuyés à un moment ou à un autre. Pour ajouter au catalogue d'anecdotes qui vous ont été racontées, je me souviens d'un passage un soir sur un plateau d'une chaîne qui est pourtant pas d'habitude une ennemie, il s'agit de CNews, et j'étais avec un journaliste en train d'évoquer les premiers cas recensés par l'Agence nationale de la sûreté du médicament, les cas d'effets secondaires et de décès liés de manière directe à l'administration du vaccin. Et le journaliste m'a dit « Monsieur, vous n'avez pas le droit de dire ça, car notre rédaction n'a pas vérifié ce que vous êtes en train de dire. » Alors à la censure par le silence, à la censure par les choix éditoriaux, à la censure de temps en temps par les sanctions de justice, il y en a, s'ajoute cette espèce de... Alors j'entendais ça pour la première fois de ma vie, pour tout vous dire, je me suis beaucoup énervé sur ce plateau, ce qui m'arrive jamais. Et là j'ai considéré que c'était tellement gros, que j'étais tellement surpris d'une certaine manière, à la fois un peu sidéré et en colère, que j'ai, comme on dit trivialement, pété un câble. Et je vous le donne en mille, il se trouve que le journaliste en question, qui s'appelle Monsieur Senior, est devenu depuis porte-parole de Renaissance. N'y voyez aucune espèce de lien de cause à effet, bien entendu, mais enfin tout de même, ce sont des éléments qui ne doivent pas échapper à notre vigilance. Au déconfinement, au printemps 2020, lorsque tout a été réouvert, après 3 mois d'enfermement généralisé, il y a eu une exception. N'ont pas pu réouvrir les lieux de culte. Est-ce que le gouvernement avait oublié de les mentionner dans le décret ou dans la loi? Est-ce que c'était... En tout cas, on n'avait toujours pas le droit d'aller à l'office, qu'on fût d'ailleurs, quelle que soit la confession dont on voulait se réclamer. Notre parti politique, par la voix de votre serviteur, a attaqué devant le Conseil d'État cette disposition et a obtenu par décision du Conseil d'État la condamnation du décret gouvernemental de déconfinement, et donc nous avons fait réouvrir à cette occasion les lieux de culte, encore une fois sans distinction, puisque du point de vue civil, il n'appartient pas de juger de l'appartenance confessionnelle de mes concitoyens. Nous avons d'ailleurs fréquenté beaucoup le Conseil d'État. J'étais à 2 doigts de m'installer une tente de camping sur le parking, parce que nous y sommes allés 6 fois en 6 mois, de temps en temps d'ailleurs avec nos amis patriotes de Florian Philippot sur les dispositions sanitaires. Mais globalement, c'est la première chose que je voudrais dire.
Oui, évidemment, nos libertés sont menacées. Je ne vais pas répéter ce qui vous a été dit auparavant et je partage intégralement. La première manière de répondre à cette menace, c'est d'attaquer devant les juridictions, à chaque fois que c'est possible, les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics. Alors, en vous disant ça, mesdames et messieurs, chers amis, ne vous méprenez pas. Ne croyez pas que j'ai une confiance aveugle dans l'objectivité du Conseil d'État ni du Conseil constitutionnel. C'est même plutôt l'inverse. Ils auraient dû rester des gardiens de nos libertés publiques, ils sont devenus des militants politiques pour le plus grand malheur de nous tous. Mais de temps en temps, de la même manière que même dans les vallées des montagnes les plus creuses, de temps en temps les rayons de soleil passent par-dessus la crête, de temps en temps la lumière touche les juges du Conseil d'État et les juges constitutionnels et nous obtenons des décisions favorables. La deuxième chose, c'est que nous sommes malgré tout dans un environnement qui est... puisque vous m'avez posé, Éric Morillo, la question des chrétiens et des conservateurs dans ce contexte, les chrétiens et les conservateurs sont traités ni mieux ni moins bien que les autres. Il se trouve que peut-être que quand on est chrétien conservateur, on a davantage encore de motifs de s'opposer aux sociétés libérales et à la vitesse qui est la leur. Mais très franchement, j'ai pas l'impression de subir une sorte de mauvais traitement privilégié ou particulier de ce seul fait. Il se trouve que nos pays, d'ailleurs nos pays occidentaux, se déchristianisent à grande vitesse, pour ceux en tout cas qui l'étaient. Qu'en Europe, nous savons bien quelle religion, au pluriel, on essaye de museler et auquel on concède ce qu'on appelle des accommodements raisonnables. Je crois que l'expression vient du Québec. Elle est curieuse d'ailleurs cette expression parce qu'il s'agit de savoir qui devrait s'accommoder à quoi. Et en réalité, nous considérons comme juste et proportionné de fournir des menus halal dans les cantines de nos écoles publiques au nom de l'accommodement raisonnable. On pourrait se demander si, de manière majoritaire, tous ceux qui ne sont pas d'origine et de culture chrétienne ne devraient pas, eux, s'accommoder de manière raisonnable à notre mode de vie. Et donc, je ne suis pas sûr que nous subissions des traitements pires que les autres opposants. Mais je sais, en revanche, que à partir du moment où nous sommes entrés dans une catégorie, je parle des chrétiens, alors des conservateurs, c'est peut-être un tout petit peu moins vrai encore que, nous sommes entrés dans une catégorie qui est numériquement minoritaire, nous sommes traités comme les autres, qui sont considérés comme minoritaires. Et comme nous sommes la plupart du temps bien élevés et polis, que nous ne décapitons pas les gens dans les rues, que nous ne nous ruons pas dans les services d'urgence des hôpitaux pour expliquer que nos épouses ne peuvent pas être soignées par des hommes médecins, que nous ne faisons pas de scandale partout, d'une certaine manière, on ne nous écoute pas. Ou du moins, on est moins entendu que d'autres qui peut-être auraient des modes d'action un peu plus brutaux, un peu plus rapides et un peu plus énergiques. C'est pourquoi mon deuxième avis consistera à dire que, tout en restant fidèles à ce qu'est notre cœur de conviction, peut-être devons-nous apprendre à être effectivement un peu plus énergiques, un peu plus vivaces et un peu plus brutaux en tout cas, en termes de langage. Je ne suis pas sûr que pour autant ça soit facile, mais il me semble que ça fait partie des conditions de notre réussite et d'une plus grande écoute. Troisième et dernier élément, il me semble que nous sommes en train de vivre une sorte de tragédie qui consiste à constater qu'à la fois, nous n'avons jamais eu autant de difficultés à vous faire entendre, pour toutes les raisons qui ont été mentionnées tout à l'heure, et que d'un autre côté, la réalité ne nous a jamais donné autant raison. Alors comme disait un de nos grands prédécesseurs, Carrefour, c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt, je crains qu'il ne soit pas du tout trop tôt. Pour le coup, qu'on soit déjà un peu avancé dans la déréliction. Nous avons à mener un combat pour la vérité et pour la raison. Je vous dis ça pour conclure parce que il me semble que les grandes victimes de tous ces débats que nous avons évoqués depuis tout à l'heure, la crise du Covid, l'Ukraine, dans une large mesure aujourd'hui le conflit entre Israël et la Palestine, et le climat, les deux grandes victimes de ces débats sont la vérité, c'est-à-dire les faits, et la raison, c'est-à-dire la capacité d'aborder la complexité, de mettre de la nuance dans les analyses, et tout ça empêche, un, d'être intelligent, et deux, de connaître le réel tel qu'il est. Nous avons, nous, cette responsabilité, comme conservateurs, puisque c'est à peu près ce que nous sommes, je crois pouvoir le dire, dans cette salle de manière uniforme, de veiller à ce que la vérité et la raison soient toujours présentes dans le débat public. Et à cette condition,
nous pourrons effectivement avoir quelques chances de remporter le débat sans lequel le reste ne sert à rien. Vous pouvez voter toutes les politiques publiques que vous voulez, l'immigration, santé publique, la fiscalité, tout ce que vous voulez. Si les peuples n'ont pas la liberté de les mettre en œuvre ou de les contester, alors vos politiques publiques ne servent à rien. Les philosophes disent les libertés, l'exercice des libertés, c'est une condition de possibilité pour tout le reste. Et c'est la raison pour laquelle je crois, je pense, et Nicolas évoquait tout à l'heure largement, et Florian aussi, ce que l'Union européenne est en train de nous préparer, en ajoutant à ce qui a été mentionné, le pass sanitaire, le pass énergétique et deux, trois autres joyeusetés de ce genre. Gagnons ensemble ce combat de la liberté, parce que sans cela, nous disparaîtrons, au motif que rien d'autre n'est possible. Je souhaite, et nous travaillerons à ce que cette question soit au cœur de la campagne européenne de juin prochain. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson.